2021, année toujours aussi compliquée avec cette pandémie qui est toujours aussi présente et qui nous oblige à organiser et à continuer à organiser nos événements en mode virtuel. Mais vous êtes aujourd'hui plus de 80, vous êtes inscrits à cet événement LPD. Nous tenons déjà à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité déjà tout au long de l'année 2020 et puis on espère avoir le plaisir de pouvoir continuer de vous rencontrer en 2021. Nous imaginons que le premier semestre de cette année sera particulièrement virtuel, mais nous espérons qu'à l'automne, on aura le plaisir de se rencontrer cette fois-ci de manière plus agréable et plus conviviale. L'événement d'aujourd'hui, la LPD, ça a été voté par le Parlement en septembre 2020 avec une mise en application qui devrait avoir lieu en janvier 2022. Et pour parler de ce dossier-là, nous avons désiré pouvoir réunir des spécialistes du domaine. Nous ne pouvons pas avancer, bien entendu, sans nos sponsors. On les remercie, eux aussi, pour leur fidélité. Les 3 personnes qui vont s'exprimer aujourd'hui sont Madame Anne Dort, avocate, Monsieur Laurent Vernat, qui, lui, fait également partie et qui a sa société et qui fait partie également de la SDPO, et Monsieur Raoul Diez, qui est directeur sécurité et contrôle à l'affaire Genève. On rappelle que lors de l'année 2019, la RGPD était, là c'était le règlement, il était entré en vigueur cette année-là. Il y a eu énormément d'événements qui ont été organisés pour inciter les entreprises à être sensibilisées aux problèmes de cette mise en application RGPD. Maintenant, c'est la loi qui va arriver. Il va s'agir de savoir si vous avez déjà mis en place les démarches RGPD, la LPD, ça devrait être un peu plus simple. Si ça n'a pas déjà été fait en 2019, moi, je ne peux que vous conseiller très fortement de vous y mettre parce que là, vous n'aurez, excusez-moi l'expression, plus le choix. Donc, sans plus attendre, je propose, Lady First, de commencer par Madame Anne Dort et sans autre, je lui donne la parole et je la remercie encore d'avoir accepté notre invitation. À tout à l'heure. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, un grand merci de nous avoir rejoints ce soir si nombreux. Donc, j'ai été invitée par le CLUSIS pour vous présenter le thème LPD, RGPD, votre entreprise est-elle concernée? En particulier par Madame Perrin-Jacquet, que je remercie vivement. J'en profite pour remercier également Madame Anzermet pour l'organisation. Donc, je suis là aujourd'hui avec la double casquette, celle d'avocate de Raymond Associés et celle de membre du comité de la SDPO. Je laisse peut-être à Monsieur Vernat de vous parler plus en détail de notre association qui est proche du CLUSIS et qui se réjouit d'être parmi vous ce soir. Donc, j'ai 20 minutes pour vous présenter 4 points. Donc, l'agenda est assez dense. Le premier point, quels sont les critères pour déterminer si une entreprise suisse tombe dans le champ d'application de la LPD? Ensuite, la même question, mais en lien avec le RGPD, pour vous aider en fait à déterminer est-ce que votre entreprise est soumise au RGPD. Troisième point, donc nouvelle LPD, quels sont les changements principaux? Je ne les passerai pas tous en revue parce que nous avons le souci de respecter le temps imparti. Et puis, quatrième point, quels sont les enjeux et les sanctions liées à ces textes légaux? Donc, premier point, quels sont les critères pour déterminer si une entreprise suisse tombe dans le champ d'application de la LPD? J'ai scindé mes slides en 2. Le premier concerne l'aspect matériel et le second, l'aspect territorial. Donc, LPD, je présume que cet acronyme vous est familier. Il s'agit de la loi sur la protection des données qui est actuellement en révision. Elle régit, alors pour rappel, le traitement, qui est une notion extrêmement large de données. Donc, ça peut être la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, l'archivage, la destruction, etc. de données. Souvent, mes clients me disent « Non, alors nous, on a des données, mais on n'en fait rien. Donc, en fait, on ne fait pas de traitement. » Je leur dis ici, faites attention, la conservation de données, même s'il n'y a pas d'autres traitements, est déjà un traitement en tant que tel selon la loi. Ensuite,
des données, donc il faut qu'elles concernent des personnes qui soient identifiées ou identifiables, à contrario d'anonymes qui, elles, ne sont pas protégées par la LPD, et les données peuvent concerner, et j'insiste là-dessus, des personnes physiques ou morales. C'est le cas avec la LPD actuelle, on verra que ce n'est pas le cas avec les autres textes de loi. Le traitement peut être effectué par des personnes privées, donc quand on dit privé, ça ne veut pas dire uniquement un kidam, une personne physique comme vous et moi, mais également personne morale, ainsi que les organes fédéraux, mais non pas les organes cantonaux qui, eux, sont soumis à des lois qui leur sont dédiées. Évidemment, comme toujours, la loi ne peut pas être si simple. Il y a des exceptions qui sont prévues à l'article 2 de la LPD, alinéa 2. Notamment les données qui sont traitées en lien avec des procédures pendantes qui sont pénales ou civiles, ou typiquement l'usage personnel de données sans transmission à des tiers. Par exemple, vous avez votre petit agenda avec vos adresses et vos numéros de téléphone, eh bien ça ne serait évidemment pas soumis à la LPD. Pour le champ territorial, alors en ce qui concerne la LPD, c'est relativement simple. C'est les traitements qui sont effectués par des sociétés suisses, des personnes physiques en Suisse, des organes fédéraux suisses. On a vraiment une notion suisse à 100%. Oui, c'est moi. Ensuite, nous avons le RGPD. Alors, quels sont les critères pour déterminer si une entreprise suisse tombe dans le champ d'application du RGPD? L'aspect matériel est défini à l'article 2. Alors, une fois encore, nous avons cette notion de traitement qui est relativement similaire à celle de la Suisse, puisqu'on a la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'extraction, l'utilisation, la communication par transmission, l'effacement, la destruction, etc. de données. Une fois encore, un spectre vraiment, vraiment large, j'insiste là-dessus, de données qui concernent des personnes physiques, identifiées ou identifiables, ce qui signifie que les données des personnes morales ne sont pas protégées et que les données qui sont anonymisées de façon irréversible ne le sont pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de données? Eh bien, ça va être un nom, prénom, peut-être un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne. Par exemple, vous vous faites un compte, je ne sais pas, sur Spotify, vous aurez un identifiant. Les cookies, votre photo peut-être que vous avez dû fournir pour avoir un badge auprès de votre employeur, un numéro de téléphone, des coordonnées bancaires, adresse email, adresse IP, empreinte, etc. Donc toutes sortes de données. Une fois encore, cette notion est extrêmement large également. Le traitement qui peut être effectué par des personnes physiques ou morales, ce qui est le cas également pour la LPD, ou des autorités publiques, services ou autres organismes. Le RGPD a également des exceptions qui sont relativement similaires à celles de la LPD, je dirais, notamment les traitements qui seraient faits à titre strictement personnel, ou les traitements par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales. Là, on a une directive spécifique justice et police. Ensuite, par rapport au champ d'application territoriale, et je suis certaine que c'est peut-être cet aspect-là qui est plus compliqué pour vous, société suisse, à comprendre ou à appliquer, je dirais, parce que on se dit on est une société suisse, pourquoi est-ce qu'un règlement européen entré en vigueur en mai 2018 nous serait applicable? Eh bien, ce RGPD a un article 3 qui lui donne un champ d'application extraterritorial. Donc, soit l'organisme dispose d'au moins un établissement dans l'Union européenne et le RGPD est applicable, soit, on le verra, l'organisme n'a pas d'établissement dans l'Union européenne, mais il remplit d'autres critères. Donc, par rapport à l'établissement dans l'Union européenne, en réalité, peu importe, et le texte légal le dit, que le traitement ait lieu ou non dans l'Union européenne. Ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a une activité réelle et effective, peu importe qu'elle soit minime ou non, qui est exercée au moyen d'une installation stable.
En d'autres termes, et dit plus simplement, peu importe que vous ayez une personne dans un bureau à Berlin, eh bien, on considérera que cette personne, s'il y a une certaine stabilité, est déjà un établissement dans l'Union européenne. Il n'y a pas de forme juridique qui est exigée. Si vous n'avez pas d'établissement dans l'Union européenne, peut-être remplissez-vous d'autres critères. Par exemple, vous proposez des biens ou des services, peu importe qu'ils soient gratuits ou payants, à des personnes qui se trouvent dans l'Union européenne. Peu importe que ces personnes-là y soient domiciliées, il faut qu'elles se situent en fait dans l'Union européenne. Dans ce cadre-là, le site internet, par exemple, est un élément important. Si votre site est disponible depuis l'étranger, ça ne veut pas encore dire que vous proposez des biens ou des services à l'étranger. Par contre, s'il est disponible en portugais et en espagnol, que la monnaie qui est mentionnée est l'euro, qu'on a par exemple la possibilité de commander les services ou les biens depuis l'Union européenne et avoir une livraison dans l'Union européenne, eh bien, il est fort probable que et même presque évident que le RGPD serait applicable, parce qu'en fait, vous proposez effectivement vos biens, vos services dans l'Union européenne. Il en va de même si vous avez, vous mentionnez, on a souvent ces reviews de clients sur le site, et puis vous avez des reviews de clients qui sont eh bien, au Portugal, en France, en Italie, etc. Donc on va faire une analyse du site internet, par exemple. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'en est un. L'autre critère est le suivi de comportement des personnes se trouvant dans l'Union européenne, si le comportement a lieu dans l'Union européenne. Alors là, ce critère-là est évidemment lié à un suivi sur Internet, avec une utilisation technique afin de pouvoir suivre le comportement, l'analyser, prédire des préférences, prédire des comportements pour ensuite offrir du contenu, prendre des décisions, etc. Le troisième, qui est peut-être moins courant, est lorsque le responsable de traitement est établi dans un lieu où le droit d'un État membre s'applique en vertu du droit international. On pense en particulier aux ambassades, aux consulats, etc. Donc, c'est pour cette raison, en raison de l'article 3, que nous avons extrêmement entendu parler du RGPD. Je vous ai mis dans ce slide suivant quelques exemples afin de pouvoir bien illustrer et vous permettre de comprendre ces différents critères. L'exemple premier est celui d'un horloger dont le siège social se trouve en Suisse, mais qui possède une succursale à Bruxelles qui supervise toutes les activités de marketing et de la publicité. Alors, comme je vous l'ai expliqué, avoir un bureau avec une seule personne est suffisant. Ce qui importe, c'est la stabilité et le lien avec les activités effectives, en fait. Eh bien là, on arrivera à la conclusion que la succursale à Bruxelles est déjà un établissement et que donc le RGPD s'applique. L'exemple 2, il s'agit d'un site de e-commerce qui est exploité par une société suisse. Les opérations de traitement des données personnelles sont exclusivement réalisées en Suisse, mais l'entreprise a ouvert un bureau à Berlin pour que celui-ci procède à des activités de prospection commerciale et des campagnes de marketing vers le marché de l'Union européenne. Eh bien là aussi, on va considérer que les activités du bureau de Berlin sont liées au traitement de données personnelles qui est fait en Suisse, dans la mesure où en fait il y a une volonté de faire une prospection et des campagnes au sein de l'Union européenne et que donc le RGPD s'applique. Ensuite, nous avons 3 exemples pour l'article 3, alinéa 2 du RGPD, donc les biens et les services qui sont offerts dans l'Union européenne, à l'Union européenne. Le premier, il s'agit d'une société suisse qui offre un service de contenu vidéo d'actualité mobile basé sur les données des utilisateurs. Les utilisateurs reçoivent des mises à jour. Le service est offert exclusivement aux utilisateurs en Suisse qui donnent un numéro de téléphone suisse. Quid de l'utilisateur qui va en vacances en Europe? Est-ce que soudainement le RGPD pourrait être applicable? Parce qu'on sait, alors peut-être pas actuellement et depuis une année, mais les gens voyagent. En tout cas, voyageaient.
Alors là aussi, se pose la question, beaucoup de clients me disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire que comme on ne peut pas contrôler les déplacements, eh bien en réalité, le service ne cible pas des personnes qui sont dans l'Union européenne. On doit donner un numéro de téléphone suisse. Il s'agit vraiment d'actualités destinées à des personnes situées en Suisse. Donc là, on pourra considérer que le RGPD ne s'applique pas. L'exemple suivant concerne une start-up en Suisse sans présence en Europe qui fournit une application de cartographie urbaine pour les touristes. Grâce à la géolocalisation, elle va proposer sur une carte des contenus à l'utilisateur, par exemple des lieux à visiter, des restaurants, bars et hôtels, etc. Et puis, elle a des cartes pour New York, San Francisco, Toronto, Paris et Rome. En réalité, le service est offert de facto à des personnes qui sont à un moment donné dans l'Union européenne. On les cible puisqu'on offre des cartes pour Paris et Rome. Donc là, le RGPD va s'appliquer. Troisième exemple, une banque suisse, alors on ne pouvait pas éviter cet exemple, qui a des clients qui résident en Suisse mais qui ont la nationalité allemande. Donc c'est une toute petite banque qui ne vise que les personnes en Suisse. Là, le traitement des données des données des clients allemands qui ont la nationalité donc allemande ne sera pas soumis au RGPD. Ce ne sera pas suffisant. J'en viens maintenant, je suis désolée, c'est assez dense et rapide, sur les changements principaux par rapport à la nouvelle LPD. Donc, Madame Perrin-Jacquet vous a dit, elle va entrer en vigueur a priori en début d'année prochaine. Il y a plusieurs changements. J'ai essayé de cibler les changements qui auraient le plus d'importance ou d'impact pour vous dans votre pratique. Cela étant, vous trouvez sur le site de la SDPO, j'ai mis le lien en bas du slide, la version détaillée de ce tableau. Nous avons fait un tableau similaire à la SDPO que nous avons présenté et que nous avons mis à disposition, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Il sera plus complet. Donc, vous avez une colonne à gauche avec la LPD actuelle, au milieu le RGPD, et puis sur la droite la nouvelle LPD. Ce qu'on pourra voir, c'est que en réalité, la nouvelle LPD, et c'est le but en réalité, va plus loin et se rapproche de plus en plus du RGPD. C'est une sorte, pour moi, mais c'est une appréciation personnelle, de mix entre certains principes qui demeurent, une façon de rédiger. On garde certaines dispositions de la LPD actuelle, mais en élevant le niveau, en fait. Il va falloir que vous en preniez connaissance parce qu'en réalité, du moment où cette loi entrera en vigueur, elle vous sera applicable. Les deux autres le sont, alors la LPD, je pense que c'est évident, et le RGPD dans un grand nombre de cas. Donc venons-en au vif du sujet. La nouvelle LPD, quelle est la différence? Eh bien, elle ne protégera plus que les personnes physiques uniquement, contrairement à la LPD actuelle qui protège, je vous l'ai dit, les personnes physiques et morales. Enfin, la nouvelle LPD aura une application territoriale et extraterritoriale. Il s'agit de l'article 3. Donc, on prend un tout petit peu d'ampleur à l'international. Les données sensibles, eh bien, on va inclure dans la définition qui est exhaustive de la loi les données biométriques et génétiques. Ensuite, certaines sociétés auront l'obligation de tenir un registre des activités de traitement. Alors actuellement, on a l'obligation de déclarer ces fichiers dans certains cas au préposé. Je ne suis pas certaine que toutes les entreprises aient respecté cette obligation. Le RGPD a prévu le registre de traitement, donc ça peut se présenter sous plusieurs formes, mais par exemple un tableau Excel avec différentes informations qui sont listées dans le règlement et dans la future LPD et qui vous dit en fait ce que vous devez avoir dans le document. Donc je vous invite à lire la loi parce que c'est très intéressant et ça vous guide. Nouvelle notion qui est, je pense, tirée du RGPD est le privacy by default and by design. Donc la protection la conception est par défaut. Elle est à l'article 7.
il va falloir prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles pour respecter ces principes-là qui sont maintenant qui seront inscrits dans la nouvelle LPD. Nouveauté également, la notification en cas de violation de la sécurité des données. Je pense que ce point-là peut vous intéresser en particulier au CLUSIS. Actuellement, la LPD ne prévoit pas d'obligation de notifier en cas de violation en tant que telle. C'est le cas du RGPD. Les délais sont extrêmement courts, comme vous le savez peut-être, pour faire ces notifications aux autorités compétentes. Eh bien là, dans la nouvelle LPD, il y a une obligation de notification en cas de risque élevé et la notification se fait au préposé. Ce qui veut dire en pratique qu'en fait, vous devrez avoir une procédure interne déjà pour réagir le moment venu où une violation de la sécurité intervient. Je laisserai mon collègue, M. Vernat, peut-être vous en parler plus en particulier et plus en détail. Ensuite, l'analyse d'impact. Alors ça, c'est également une nouveauté qui est obligatoire dans certains cas, avec une référence au préposé dans le cas où le risque apparaît important et demeure. Ensuite, nous avons une obligation d'information en cas de collecte de données. Alors, jusqu'à présent, je crois que quelqu'un a son micro allumé, si jamais. Les données sensibles où les profils de la personnalité étaient concernés, et bien maintenant, ce sera toutes les données avec une obligation d'information du nom de l'État. Ceci figure aux articles 19 et 20 de la nouvelle LPD. En ce qui concerne le droit des personnes concernées, alors là aussi, faites attention, il y a des délais pour réagir, il faut s'organiser en amont pour pouvoir respecter les obligations légales. Donc le droit d'accès avec la nouvelle LPD sera renforcé. Il y aura également un droit de requérir l'effacement des données. Il faut que vous puissiez vous organiser le moment venu pour procéder à l'effacement, dans les cas où la demande est justifiée, évidemment. Nous avons également un nouveau droit qui est le droit à la portabilité des données. Donc la personne concernée, la personne dont les données sont traitées, pourra demander que ces données qui la concernent lui soient remises ou qu'elles soient transmises à un tiers qu'elle désignera. Évidemment, il y a une fois encore des exceptions, mais ça figure aux articles 28 et 29. Et enfin, il y a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée et le devoir d'informer. Alors ça, c'est également une nouveauté qui est prévue à l'article 21 de la nouvelle LPD. Donc, il faut s'organiser également pour pouvoir y donner suite. Ensuite, les enjeux et les sanctions. Alors, la LPD actuelle, eh bien, elle n'était pas vraiment crainte. On le voit, hein, les sociétés étaient, jusqu'à l'entrée en vigueur du RGPD, peu organisées en réalité pour la protection des données. Pourquoi? Parce que les sanctions pénales étaient d'au maximum 10 000 francs. Donc, ça n'avait pas le mérite de faire peur. Le RGPD est arrivé et là, les sanctions administratives sont devenues nettement plus sévères. C'est-à-dire qu'on peut atteindre 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial annuel, et c'est le montant maximum qui est déterminant. Alors, bon, évidemment, ce n'est pas tout de suite la sanction qui vous tombe dessus de facto. Au contraire, les autorités vont prendre en compte plusieurs critères. Par exemple, la nature de la violation, la gravité, sa durée, est-ce que ça a été commis par négligence ou délibérément, donc intentionnellement? Est-ce que la société a pris des mesures pour atténuer le dommage? Est-ce qu'elle a peut-être des antécédents? Est-ce qu'elle a coopéré? Est-ce qu'elle était organisée? Donc avec des mesures techniques et organisationnelles qui peut-être n'étaient pas suffisantes. Est-ce que les données concernées étaient sensibles ou au contraire non sensibles? Est-ce qu'elle a fait la notification, etc. Donc il y a une multitude de critères qui va leur permettre de chiffrer la potentielle amende, mais il n'en demeure pas moins qu'elle reste très importante. Dans la nouvelle LPD, alors bon, nous avons été un peu moins sévère, voire courageux, je ne sais pas, tout dépend de l'optique qu'on a sur le sujet, mais l'amende maximale est de 250 000 francs. Alors,
attention, j'attire votre attention, et c'est peut-être la chose à retenir aujourd'hui, c'est que cette sanction serait prononcée contre, non pas les personnes morales, forcément, mais contre les personnes physiques. Donc ça veut dire que le conseil d'administration s'expose. La personne qui gère le traitement au sein de la société et prend les décisions s'expose. On parle quand même de 250 000 francs. Donc soyez conscients du risque. Alors il y a différentes dispositions pénales prévues par la nouvelle LPD. Ça concerne sur les renseignements inexacts ou incomplets qui devaient être donnés dans le selon le devoir d'information, le droit d'accès, ou peut-être il y a eu une omission d'informer. Il y a également le cas des communications à l'étranger sans que les conditions soient remplies, en cas de sous-traitance sans que les conditions légales soient remplies, en cas de non-respect des exigences minimales en matière de sécurité, en cas d'insoumission à une décision du préposé qui vous dirait, ben voilà, vous n'êtes pas en règle, mettez-vous en règle, et vous l'ignoreriez. Donc, sanctions pénales importantes ordonnées par les cantons. Il y a également, mais la sanction bizarrement est moindre, qui est prévue, elle, contre les entreprises de 50 000 francs à l'article 64. Donc voilà, il y a un risque quand même qui est multiplié par 25 par rapport aux 10 000 francs. Donc j'insiste, il faut s'organiser avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Alors ça, c'est le risque, je dirais, financier direct. Et puis après, on a évidemment le risque indirect financier, parce que si vous ne respectez pas vos obligations, eh bien, vous êtes peut-être la cible d'une action judiciaire qui pourrait perturber votre projet. Pourquoi? Parce que le tribunal pourrait vous ordonner de cesser votre projet, de le suspendre. La personne qui ouvre action pourrait réclamer des dommages et intérêts, des dépenses. Vous avez, alors ça, que ce soit le RGPD, la LPD actuelle ou la nouvelle LPD, le risque elle-même. Il en va de même pour la réputation de votre société. C'est-à-dire que si vous faites l'objet d'un hacking, que la violation de la sécurité de vos données est violée, eh bien, là aussi, c'est une mauvaise publicité. Des articles paraissent, cela figure sur Internet et les choses restent. Donc, on peut rapidement perdre une réputation qu'on a passé des années, en réalité, à construire. Par effet de ricochet, la société perd de la valeur et les concurrents prennent un avantage sur vous. Vous perdez potentiellement des clients, des partenaires, des investisseurs, etc. Donc, il y a vraiment des enjeux, je dirais, par ricochet qui sont au-delà des 10 000 francs, des 250 000, des 20 millions ou du 4% du chiffre d'affaires. Il faut vraiment se dire, il s'agit là d'une réputation qu'on ne veut pas perdre. Donc voilà, je crois que vous avez compris mon message. Il faut vous organiser. Les sanctions sont importantes, les risques, les enjeux sont importants. Il ne vous reste en réalité pas ou peu de temps jusqu'à ce que vous soyez réellement exposé. Donc voilà, je crois avoir plus ou moins respecté le temps qui m'était imparti. Si vous avez des questions, je crois que ce sera à la fin, sauf erreur de ma part. Je vous remercie dans tous les cas pour votre attention. Ok. Alors, je vais prendre la suite. Je vais partager mon écran. Je m'entends parler, donc je pense que quelqu'un a son micro allumé. Voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Le cas échéant, je sais pas Raoul, si jamais tu peux allumer ton micro ou Anne, juste pour me dire, parce que du coup je vois plus les commentaires. C'est très bien. Super, merci. Merci beaucoup. Donc bonsoir à tous. Merci aussi donc, au Clusis pour nous inviter ce soir et de pouvoir parler de cette LPD.
Donc, comme Anne l'a mentionné, je représente également la SDPO, l'Association suisse des DPO. Donc, c'est une association de professionnels, hein, de délégués à la protection des données. On fonctionne un peu comme le CLUSIS, c'est-à-dire qu'on organise pour nos membres des événements, des 5 à 7. On organise des 5 à 7, on organise également des groupes de travail. Voilà, pour l'instant, on est comme le CLUSIS et bien d'autres en webinaire, et on espère bientôt pouvoir se retrouver. Donc voilà, s'il y a des DPO parmi l'Assemblée, n'hésitez pas à nous contacter à sdpo.suisse. On se fera un plaisir de vous accueillir parmi nous. Un rapide mot également, enfin voilà, une petite aparté. C'est important pour nous, puis on est assez choqués par rapport à ça. Pour ceux qui l'ont connu, notre président, qui était président jusqu'à fin d'année dernière et qui a laissé sa présidence en fin d'année, M. Claude Lachat, nous a quittés il y a 2 jours. Voilà. Donc on est tous encore un peu sous le choc. Voilà, c'est vrai qu'il le connaissait. Voilà, c'était pour informer tout le monde. En tout cas, on fera une annonce officielle sur le site de la SDPO et tout ce qui va avec. Sans plus attendre, je reprends le fil de la discussion. Donc le but de la LPD, Anne l'a très bien résumé. C'est une loi qui vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font un traitement. Petite précision là-dessus, on parle bien de données personnelles parce que souvent on pose la question, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Est-ce que je suis concerné? Alors en plus du tableau qui est disponible sur le site de la SDPO, n'hésitez pas à aller chercher ce visuel que j'ai mis gratuitement, hein, sans engagement, sans remplir de formulaire, rien du tout. Vraiment, je l'ai mis à disposition sur le site de Redstone. Ce qui est important quand on parle de LPD, de RGPD, donc ce que je disais, c'est qu'on parle de données personnelles. Et donc ça, c'est toute information qui permet d'identifier une personne de manière directe ou indirecte. Et c'est vraiment hyper important de comprendre ça parce que une plaque d'immatriculation permet de vous identifier de manière indirecte. Une vidéo me permet de vous identifier de manière indirecte. Donc en réalité, c'est là qu'on voit que le champ des données personnelles, il est immense. Surtout quand on commence à regarder les données indirectes. Donc voilà, c'est ça en fait que couvrent ces lois. Les grosses différences qu'on voit entre la LPD et le RGPD, enfin d'abord les grosses similarités qu'on peut voir, c'est que finalement les grands principes et les droits des individus, qui sont quand même les 2 piliers de ces lois, de ces règlements, sont sensiblement similaires. Comme le précisait Anne, très justement, la LPD c'est quand même grandement rapproché du RGPD avec cette révision. Les grandes différences, c'est ce qu'a précisé Anne, notamment vis-à-vis des sanctions qui sont à l'encontre de personnes physiques et non morales. Et là, j'alerte, comme ça a été dit auparavant, j'alerte les dirigeants d'entreprise, les responsables de traitement, parce que 250 000 francs, c'est de votre poche, hein, à moins que votre entreprise accepte de payer l'addition pour vous, ce sera donc à titre personnel. Et la grande différence également, c'est que qui pour moi va vraiment représenter une vraie différence entre ce qu'on vit en Europe et ce qu'on va vivre en Suisse. Il faut savoir qu'en Europe, les sanctions au niveau du RGPD, il y en a énormément. Nous, on ne s'en rend pas bien compte en Suisse, mais ça bouge énormément en Europe. Les derniers rapports, parce que un des avantages de ces règlements du RGPD, c'est qu'on a un visuel sur les sanctions et les alertes. Et donc 2020, c'est une hausse de 39% des sanctions. Alors, puis on a 2 types d'acteurs. On a des gros, enfin des acteurs comme la CNIL française qui vont mettre plutôt des grosses amendes, Carrefour, etc. Ou l'Irlande qui met 50 millions à Google. Alors, on a des grosses amendes d'un côté, mais d'un autre côté, on a des autres autorités, notamment les pays de l'Est ou même l'Espagne, qui eux mettent un paquet d'amendes, alors des plus petits 10, 20, 30 000 euros à plus de petits acteurs. Donc c'est pas parce que vous êtes petit que vous êtes déjà pas la cible, hein, premièrement. Et puis ce qu'on voit, c'est que oui, les autorités européennes font quand même le boulot. Alors la grande différence là, c'est que les autorités européennes, on est sur l'administratif. Donc je porte plainte à la CNIL, il y a un formulaire en ligne, ça prend 3 minutes 30. Si ma plainte est recevable, ça va aller assez vite. Pour avoir eu affaire à la CNIL, ils vont vous demander un certain nombre de documents si vous êtes sous le coup d'une enquête, notamment le registre des activités de traitement, vos contrats avec vos sous-traitants, vos contrats interentreprises, voilà, un peu le côté légal, un peu le côté documentaire, registre. Voilà. Si vous n'avez pas ça de près, personnellement, ils nous ont donné 48 heures pour répondre.
Donc, si ce n'était pas prêt auparavant, on n'aurait pas pu répondre. Là où en Suisse, donc en France, on a finalement ces sanctions administratives, ça va assez vite. Il y a un nombre de plaintes. En France, c'est entre 10 et 15 000 plaintes par an à la CNIL. On a un nombre de plaintes immense, mais c'est facile. En Suisse, on va rester sur du pénal. Donc effectivement, pour porter plainte, il faut quand même que j'aille au pénal, potentiellement que je prenne les services d'un très bon avocat. Et ça, à mon avis, à mon sens, c'est mon avis personnel, ça va limiter un peu le risque de plainte. Néanmoins, le risque de plainte va concerner des personnes physiques. Donc s'il y a une plainte, personnellement, en tant que dirigeant d'entreprise, je vais me sentir beaucoup plus à risque que je ne le serais sur de l'administratif en Europe. Donc vous voyez cette petite particularité. Hein. Donc, je pense personnellement qu'il y aura moins de plaintes, mais un risque fort sur les individus. Un autre point aussi qui est très différent, c'est que souvent on parle des DPO. Je représente également l'association des DPO, hein, j'en ai parlé. La loi suisse parle de conseiller à la protection des données. Il n'est pas obligatoire, il reste facultatif en Suisse. Néanmoins, à savoir que si vous n'en nommez pas, il faudra aller consulter le préposé fédéral dans certains cas, notamment lors de traitements à risque. Voilà, donc à savoir, est-ce que vous préférez avoir un conseiller à la protection des données et ne pas avoir besoin d'aller consulter le préposé fédéral, ou ne pas avoir de conseiller et à ce moment-là, savoir qu'il faudra consulter le préposé dans certains cas. Sinon, si vous voyez sur la droite, finalement, ce que vous demande la LPD révisée est sensiblement similaire à ce que va vous demander le RGPD. Bien sûr, il y a un Swiss finish, bien sûr. On attend également aussi l'ordonnance d'application qui va nous donner les détails de certains éléments. Mais globalement, le message, c'est que si vous avez fait le travail pour le RGPD, vous ne serez pas trop loin d'être bon pour la LPD. Par contre, si vous n'avez rien commencé en vous disant j'attends que la LPD arrive, ça y est, elle est là. Date d'application potentielle fin de l'année, voire début de l'année prochaine, ce qui veut dire que vous avez 2021 pour vous mettre en conformité. Voilà. Et donc moi, cette présentation, c'est de vous parler de c'est quoi un programme de conformité qui marche pour le RGPD, pour la LPD, peu importe. Un programme de conformité, ce qu'il faut d'abord comprendre, et c'est vraiment hyper important, c'est que ce n'est pas un projet one-shot. Ce n'est pas quelque chose qui commence qui dure quelques semaines et on n'en parle plus. C'est un projet continu. On parle on parle d'amélioration continue. Donc on est un peu dans ce principe ISO, un peu d'amélioration continue, où en fait on a un projet qui va durer dans le temps. Parce qu'en fait, quand on veut être conforme, et je repars sur ce slide-là, quand on veut être conforme, à chaque fois qu'on va faire un nouveau traitement à risque, on va devoir faire une analyse d'impact. Voilà. S'il y a un nouveau traitement dans 6 mois, je devrais faire une analyse d'impact à ce moment-là. D'informer les individus en cas de collecte d'informations, je dois le faire tout le temps. Ce n'est pas juste à un instant T. Donc, vous voyez, ce n'est pas un projet qui se fait en une fois. Ça, c'est très important à comprendre. Et c'est vraiment ce qui est le plus dur à expliquer, je vois finalement aux directions, qui prennent ça comme un projet, on se met en conformité, puis terminé, on passe à autre chose. Non, la conformité, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Un programme de conformité, finalement, il a 3 grands aspects. Qui est valable de nouveau, que ce soit pour le RGPD européen, la LPD suisse ou même d'autres règlements. Hein. On a la LGPD brésilienne qui arrive, le CCPA californien, malgré ces petites différences. On voit que finalement les pays se mettent à peu près tous à niveau avec le RGPD. Donc on a le côté finalement de sécurité informatique. C'est pour ça que pas mal d'acteurs de ces projets-là sont des gens, d'ailleurs pas mal des membres du CLUSIS, des RSSI, des CISO, des responsables de la sécurité, qui eux, on va les consulter surtout pour gérer les incidents quand il y a un souci, parce que quand on gère un incident, je vais vous le présenter après, il y a certaines choses à faire. C'est eux qui vont mettre en place les TOMS. Ce mot barbare, c'est les mesures techniques et organisationnelles, ou Technical and Organizational Measures en anglais, donc les TOMS. Voilà, c'est eux qui mettent les mesures techniques et organisationnelles pour sécuriser l'information. C'est également eux qui vont discuter avec les équipes de développement, qui vont discuter avec les chefs de projet pour que finalement la protection des données soit faite par défaut et dès la conception. Okay, donc ça c'est le côté sécu. Après on a un côté juridique finalement, et c'est là où on va s'adjoindre des services d'avocats de renom. Et il y en a des très très bons dans la place, notamment Anne qui était avec nous ce soir, qui est avec nous ce soir. Donc là, on va plutôt leur demander
nous rédiger une politique de confidentialité, de nous aider finalement avec notre politique de cookies, les disclaimers sur le site web, tout le côté finalement visible d'un site internet ou vis-à-vis de la manière dont on traite les données, que ce soit nous vers les clients, nous vers nos employés. Et finalement, aussi tout le côté contractuel, hein, parce que ces règlements, ces lois vous demandent d'avoir des contrats qui régissent finalement la manière dont les données personnelles sont traitées, que ce soit vous vers vos sous-traitants, que ce soit vous vers vos filiales, que ce soit vous vers vos entreprises du groupe. Et finalement, la plus grosse partie, selon moi, c'est cette partie que j'ai appelée gouvernance. Et c'est là, en fait, où le DPO va avoir son rôle, c'est-à-dire définir une gouvernance autour de la protection des données. Est-ce que j'ai besoin d'un DPO? Est-ce que j'ai besoin d'un représentant au sein de l'Union? Le RGPD demande, quand on n'est pas présent, d'avoir un représentant au sein de l'Union. La loi suisse révisée parle aussi de représentants en Suisse. Donc, est-ce qu'on a besoin de mettre ces choses en place? Est-ce qu'on a besoin de sensibiliser nos collaborateurs? Alors ça, je vous le dis tout de suite, oui, la sensibilisation est indispensable. C'est dans cette partie gouvernance que je place le registre de traitement. Je vais vous en parler plus en avant. C'est là où l'autre mot barbare, c'est le DSAR, Data Subject Access Request, ou les demandes d'individus, c'est-à-dire ces emails que vous allez recevoir, très sympathiques souvent, qui vous demandent « donnez-moi toutes les informations que vous avez sur moi ». Les DPA, donc les analyses d'impact, Data Protection Impact Assessment, les analyses d'impact sur les activités à risque et la documentation autour de la rétention et de la suppression des données. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'un problème de conformité, c'est finalement assez vaste. Hein. C'est de la sécurité, c'est du juridique, c'est de la gouvernance. C'est pour ça que les profils de DPO sont des profils souvent un peu mixtes qui vont être à la fois capables de lire la loi, mais de parler avec des ingénieurs informatiques, mais également d'aller discuter avec les métiers pour les accompagner dans leur protection des données. Pour moi, un programme de conformité qui marche, et pour moi, le succès d'un DPO, c'est quand il sait ce qui se passe. Un bon DPO, il sait quand un projet démarre, il sait quand un traitement de données qui n'existait pas avant arrive, il sait quand un traitement de données est modifié. Donc c'est quelqu'un qui est au courant. Un DPO qui ne reçoit pas ces informations ne pourra pas faire son job. Donc pour moi, la clé absolue, c'est cette remontée d'informations et de savoir ce qui se passe. Ensuite, quelques petits tips. Dans un programme, j'ai pris 5 use cases importants et j'ai détaillé un peu. Donc le premier point, c'est finalement qu'est-ce que la protection des données dès la conception et par défaut. Alors j'ai mis souvent des liens, je vous encourage à aller voir le guide RGPD du développeur de la CNIL. La CNIL, l'autorité donc française, à savoir qu'elle a un site web fantastique qui regorge d'informations gratuites à disposition. Ils ont développé vraiment beaucoup de choses. Et donc, un des points qu'ils ont développé, c'est ce guide du développeur si vous avez des équipes de développement, voilà, c'est une to-do list pour vos développeurs pour finalement développer en respectant la protection des données. La protection des données dès la conception, c'est par exemple, c'est le recours à la pseudonymisation, le chiffrement des données dès le début. Voilà, c'est fait dès le début, on a protégé les données. Et par défaut, c'est par exemple une plateforme de réseau social, elle devrait par exemple encourager à modifier les paramètres pour proposer le plus de protection des données, le plus de sécurité dès le début. Hein, et pas faire comme Facebook qui change ses règles, ou WhatsApp récemment, qui change ses règles et qui va un peu à l'encontre de tout ça. La sécurité des données personnelles, de nouveau, c'est très simple. Quand on parle de protéger les données personnelles, on a 3 choses à faire. Assurer sa confidentialité, sa disponibilité et son intégrité. Le public du CLUSIS, j'espère que je ne vous apprends rien avec ça. C'est le b.a.-ba des responsables de sécurité. Encore une fois, si vous avez des doutes ou des questions sur qu'est-ce qu'il faudrait faire en concret, je vous encourage à aller voir le guide de la sécurité des données personnelles de la CNIL. Je suis désolé, je pointe beaucoup sur ce site, mais il est vraiment bien. Et là, ils ont fait tout un tas de fiches très didactique sur comment protéger les données personnelles. Et c'est très technique, hein. Ça va sécuriser un site web, comment organiser une sauvegarde, comment protéger les locaux, etc. Je regarde juste le temps, ça va, je suis à peu près encore dans les temps. Le programme, ensuite, le registre de traitement. Voilà, c'est quoi ce truc barbare finalement qu'on nous demande? C'est quoi ce registre des activités? Alors effectivement, en Suisse, avant, on avait plutôt l'habitude de déclarer des fichiers pour ceux qui le faisaient, c'est-à-dire pas grand monde. Là, on se place un cran au-dessus. On essaie de comprendre finalement c'est quoi nos traitements de données. Je vais prendre un exemple. Pour nos RH, en général, on a 2 ou 3 traitements de données. Un traitement de données RH type, c'est le recrutement. Le recrutement, on va traiter des données personnelles dans le cadre de nos recrutements. Donc pour le recrutement, finalement, le but c'est de comprendre, c'est un exemple, hein, le but de comprendre d'où viennent mes données, l'origine des données, quel type de données, est-ce qu'on a des données sensibles selon le règlement, par exemple des données biométriques, des données sur la... sur
la sexualité des données sur ces choses-là. Est-ce qu'on a ensuite, une fois qu'on sait d'où viennent les données, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, est-ce qu'on a une base légale pour traiter ces données? Qui est le responsable de traitement? Quels sont les supports de traitement? Quel est le logiciel ou le papier que j'utilise pour traiter ces données? Et finalement, ces supports, c'est un peu ce qu'on déclarait avant dans le cadre de la LPD ou des lois cantonales, hein. Les fichiers qu'on déclarait, c'est un peu ces supports de données. Et enfin, est-ce que mes données sont transférées? Est-ce qu'elles sont transmises plus loin? Et par exemple, est-ce qu'il y a des transferts en dehors de l'Union européenne ou de la Suisse? Auquel cas, je devrais appliquer des mesures particulières. Voilà, donc un registre des traitements, ça peut être un document Word, ça peut être, et encore une fois, allez voir sur le site de la CNIL, il y a des très bons templates. Ça peut être un document Word, un document Excel, il y a des logiciels aujourd'hui qui vous permettent de remplir tous vos traitements, je ne vais pas en citer ici. Néanmoins, c'est le but de comprendre finalement tous les traitements qui sont effectués et le cycle de vie de la donnée, d'où elle vient, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'elle ressort. Ensuite, l'autre point important finalement, que ce soit au niveau LPD ou RGPD, c'est ce principe d'analyse d'impact. Qu'est-ce que c'est? Une analyse d'impact, finalement, elle me permet de faire trois choses. Une analyse d'impact, elle est demandée quand on a un risque élevé pour les individus. D'accord? Donc c'est souvent, soit je traite énormément de données, soit je traite des données sensibles. La CNIL a proposé une liste de 9 éléments. Il suffit qu'on en coche 2 pour dire, voilà, c'est un traitement à risque. Donc si j'ai un traitement à risque, le but c'est de documenter dans un document ou dans un logiciel, parce que de nouveau il y a des logiciels qui permettent de faire ça, finalement, est-ce que je respecte les principes de la protection des données, donc, que sont la licéité, l'exactitude, la minimisation, le respect des finalités, par exemple pour la loi suisse. Est-ce que je respecte ces principes-là? Ensuite, est-ce que je suis capable de répondre aux individus dans le cadre de l'exercice de leurs droits, que ce soit le droit d'accès, le droit à la portabilité, le droit à l'objection, qui sont tous des droits qui sont arrivés maintenant sur cette LPD révisée. Et enfin, une fois que je suis sûr que je respecte les principes et les droits, est-ce que donc je fais une analyse de risque, sécurité informatique, en termes de confidentialité, de disponibilité et d'intégrité? Ainsi, mon analyse d'impact, elle me permet de dire à la fois je respecte le droit, à la fois j'ai sécurisé mes données personnelles. Et dans le cadre que ce soit au niveau cantonal, si on est sujet à une loi cantonale quand on est dans le public, ou si c'est dans le cadre privé et qu'on est soumis au préposé fédéral à Berne, eh ben, si on a un doute, c'est d'aller le consulter et pour revoir ses analyses d'impact. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'était finalement l'annonce de la violation de la sécurité des données. Alors en Europe, à savoir qu'on a une deadline de 72 heures, ce qui est ultra court hein, quand on a une fuite de données. Et c'est notamment ce qui a joué des tours, pour le petit exemple, ce qui a joué des tours à British Airways. Hein. British Airways qui a été victime d'une attaque, son site web, en fait, tous ceux qui ont commandé des tickets pendant 6 mois, des billets d'avion, se sont vus déportés sur un autre site qui a collecté toutes les données. Ensuite, c'est reparti sur le site de British pour finaliser l'achat du billet. Ça a duré un bon moment et des dizaines de milliers de clients ont été impactés. Et un des points qui a été reproché finalement à British Airways, ça a été finalement de ne pas s'en être rendu compte suffisamment vite. Et une fois qu'ils s'en étaient rendus compte, ils ont tardé à contacter les autorités anglaises. Donc ils ont fait tout faux. Donc le fait de respecter ce délai est ultra important. En Suisse, aujourd'hui, en tout cas on attend l'ordonnance, mais aujourd'hui il n'y a pas de délai annoncé. Ce qui est annoncé, c'est dans les plus brefs délais, sans délai ou dans les plus brefs délais. Donc ce qu'il faut dire que du moment où vous constatez la fuite de données, il faut lancer le processus. Là, qu'est-ce qu'on vous demande finalement? On ne vous demande pas de réinventer la roue, de mettre en place des processus insurmontables. Bien sûr, si vous avez une grosse entreprise, il vous faut une équipe de gestion d'incidents, une équipe de gestion de crise, mettre en place peut-être des plans de continuité d'activité, des choses comme ça. Si vous êtes plus petit, vous êtes par exemple une PME, vous n'avez pas forcément besoin d'aller aussi loin. Par contre, il faudra à minima savoir quoi faire en cas d'incident. C'est pour ça que je vous ai mis par exemple cette checklist de quoi faire en cas d'incident. Et là, ça passe par 4 étapes, la découverte de l'incident, et là on réunit finalement les gens qui sont concernés par l'incident, les gens qui vont travailler là-dedans. On fait l'enquête évidemment pour comprendre ce qui s'est passé, parce que en cas d'enquête, si le préposé fédéral s'en inquiète ou si une autorité européenne s'en inquiète, ils vont vous demander ces éléments-là. Hein.
quand la fuite est-elle arrivée, comment ça a pu arriver, etc. Eux-mêmes vont peut-être participer à l'enquête, hein, savoir que des autorités comme la CNIL ont une armée aujourd'hui de pen-testeurs et d'experts informatiques pour aller faire du forensique ou des analyses de ce type-là. Ensuite, bien évidemment, la rémédiation et l'amélioration continue. Je reviens là-dessus. L'étape post-incident, on fait en sorte que cette fuite-là n'arrive plus. Alors, on a tous lu les journaux sur l'énorme fuite de fin d'année dernière avec SolarWinds, qui a affecté quand même à peu près tous les organismes étatiques américains. Voilà, c'est le genre d'éléments qu'on va essayer d'éviter avec ce genre de processus. Pour finir, je ne vois pas le temps, n'hésitez pas à me dire si je suis dans les choux. Pour finir, en gros, un programme de conformité, le message que je veux vous donner, c'est que si vous êtes petit, comme vous le constatez, il n'y a pas besoin de partir dans des extrêmes. Vous avez une bonne gestion juridique de vos contrats, de ce que vous annoncez, d'une bonne politique de confidentialité sur votre site web, de gestion des cookies. Si vous gérez la sécurité de vos données et que vous avez en place une gouvernance, une sensibilisation, que vos acteurs en interne sont au courant, c'est suffisant. Maintenant, une plus grande entreprise va peut-être vouloir s'orienter. On me demande souvent, est-ce qu'il y a des certifications est-ce qu'il y a des certifications RGPD ou autres? Alors, non. Par contre, les grands frameworks aujourd'hui ont proposé une adaptation de leur framework pour la protection des données. Donc, ISO 27001, que tout le monde connaît pour la sécurité de l'information, a décliné son ISO 27701 pour la sécurité des données personnelles. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que pour ceux qui ont mis en place ou qui sont dans le processus de mise en place d'un SMSI, d'un système de gestion de la sécurité de l'information, finalement, on peut très rapidement le décliner en système de gestion de la protection de l'information, puisqu'on est sur les mêmes principes. Donc voilà, pour ceux qui veulent s'orienter vers un framework, vous avez ISO. Vous avez également le NIST, qui est américain, qui lui a fait une déclinaison de son Cyber Security Framework en Data Privacy Framework. Et là, comme on peut le voir de nouveau, la gestion des risques au niveau de la protection des données se mêle avec celle de la cybersécurité pour finalement à la fin avoir un seul environnement de contrôle autour de nos risques en protection des données. Voilà, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Je sais pas s'il y a des questions ou si Raoul, tu prends le relais. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Et Nicolas, tu peux me confirmer qu'on voit la vidéo, la présentation, s'il te plaît? C'est tip top, tu peux y aller. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Alors, je ne vais pas parler du contenu de la nouvelle loi sur la protection des données, mais je vais faire peut-être un retour en arrière sur tous les éléments que l'affaire Genève a mis en place pour accompagner les entreprises concernant la mise en place soit de la LPD actuelle, soit du RGPD qui est arrivé en 2018. J'ai 4 diapositives, ce n'est pas énorme. Par contre, ces diapositives sont triées de la manière suivante. J'ai fait une présentation de tous les événements faits par date. Ensuite, j'ai fait une présentation des événements par type. Ensuite, la liste des événements avec les liens que je vous mettrai à disposition, car ils contiennent des liens qui vous permettent de savoir quelles sont les personnes qui ont participé aux événements. Et puis ensuite, on arrive à des questions. Ces questions, 4 questions qui me permettent justement d'aborder la suite. Voilà donc pour l'introduction. Je reviens à la première diapositive. Vous allez constater sur cette diapositive, elle est triée par date. Nous avons commencé les événements RGPD, LPD à partir de 2017, au mois de novembre, et nous avons fait suivre ces événements jusqu'en 2020. Malheureusement, l'événement du 29 octobre a été le seul qui a été effectué par l'affaire Genève concernant la LPD. Je reviendrai dans la diapositive suivante
puisque là, on parle d'approche globale, et puis on le voit apparaître d'ailleurs à différents endroits. Ce sont des formations, on le verra plus en détail par la suite. Ce qu'il faut retenir sur cette diapositive, c'est que nous avons commencé la sensibilisation en 2017. Il y a eu un grand travail en 2018, on a fait 5 événements en 2018. D'ailleurs, on les voit ici, 21 février, 20 mars, 10 avril, 7 mai. Ces 4 événements ont été très, très proches, puisqu'évidemment, la mise en place était au mois de mai. Et puis, on a ensuite fait une formation le 11 et 12 juin 2018. Je reviendrai sur le contenu de cette formation. En 2019, on a fait un événement au mois de mars, ensuite au mois de juin, et on a proposé donc une formation qui contient plusieurs éléments, je vous en parlerai ensuite. Et puis, il reste en 2020, le 29 octobre, qui a été la seule présentation à laquelle malheureusement je n'ai pas pu participer. Nicolas était présent et moi j'étais en confinement. Le médecin cantonal, en étant personne de contact, m'avait demandé de rester à la maison, donc j'ai obtempéré et je n'ai pas pu participer malheureusement. Et reste donc en 2021, ce qui est prévu pour l'instant, c'est une formation sur la protection des données dans laquelle on parlera évidemment de la nouvelle LPD. Maintenant, si on passe à la deuxième diapositive, on voit plus la manière ou le contenu de ces types de présentations. On a fait de la sensibilisation, on a fait de l'accompagnement, puis de la formation. Pour ce qui est des sensibilisations, en général, ce sont des événements qui ont lieu dans l'auditorium, par exemple, et puis il y a un panel, soit une table ronde, soit des orateurs. Ensuite, l'accompagnement, c'est un peu différent, puisque pour les 2 dates, le 20 mars et le 7 mai, on avait fait ça sous forme des journées portes ouvertes. Les entreprises pouvaient participer, venir poser des questions à des spécialistes, et partir avec la conviction, ou en tout cas l'orientation de savoir si, par exemple, le RGPD devait être appliqué à l'entreprise en question. Pour se préparer, les entreprises venaient avec un questionnaire que nous avions préparé au préalable et qui, selon les réponses, orientait déjà la réponse du spécialiste. Ensuite, il y a eu des formations qui ont été données au mois de novembre déjà, en 2017, au mois de juin 2018, en 27, donc une fois par année, 27 juin 2019. Et en novembre 2019, en fait, cette formation de 2019 n'a pas eu lieu et la formation de 2020 non plus. Alors, c'est une question à laquelle il faut encore répondre, puis je reviendrai dans la dernière diapositive. C'est que pour cette formation-là, en novembre, il n'y avait pas assez d'inscrits. Alors qu'on aurait pu imaginer que l'avènement du RGPD, puis de la LPD, devait intéresser les entreprises et puis s'orienter vers des formations de ce type, ce qui n'a pas été le cas en 2019. Et puis ensuite, en 2020, vu la situation, nous n'avons pas fait de formation et puis il a été reporté au 22-23 juin 2021. Maintenant, si on va dans le détail de ces formations-là, que je ne vais pas vous présenter, mais j'ai mis les liens, vous allez pouvoir donc trouver des liens qui vous envoient directement sur les pages de l'affaire Genève qui ont permis de communiquer avec l'ensemble des entreprises et puis des personnes spécialisées. Donc, ici, sur la partie gauche, car la présentation donc, vous sera mise à disposition. Dans la partie gauche, vous aurez la date, ce qui a été fait, quel type de formation, puis les liens, le titre, RGPD, entreprise suisse, en quoi suis-je concerné en pratique. C'est donc le premier événement qui a été donné. Et vous avez dans la partie droite les organes ou les entreprises qui ont participé à l'organisation. Les personnes, les orateurs en l'occurrence, ou les participants autres sont dans les liens, vous ne les verrez pas. Il y avait trop, je ne pouvais pas les mettre tous ensemble.
et puis une explication sur le contenu de l'événement. Et on s'aperçoit finalement, si on passe en revue ces événements, que 1200 entreprises dans son ensemble, puisqu'on a 2 pages, on a 12 événements, dont 10 qui ont eu lieu, et pas 12, 2 ont été annulés. Seulement, si j'ose dire comme ça, 1200 entreprises ont été sensibilisées. Alors que, si on regarde par exemple l'événement numéro 3, au 21 février 2018, il y a eu pour l'événement en sensibilisation, c'est-à-dire à l'auditorium, il y a eu 470 inscriptions, alors que l'auditorium n'a que 320 places. Et après, on s'est rendu compte que finalement, après 2019, il n'y avait plus d'intérêt à présenter, sous une forme ou une autre, le sujet sous la forme des sensibilisations ou de formations. 1200 entreprises sur 10 événements, c'est environ 100 entreprises par événement sur l'espace de 2 ans. Si on sait qu'à l'affaire Genève, il y a 28 000 entreprises affiliées, 1200 entreprises sur 2 ans, vous imaginez le gap, l'écart de sensibilisation, parce qu'on peut se poser la question à savoir le nombre d'entreprises aujourd'hui qui ont été sensibilisées ou qui ont mis en place le RGPD ou une protection quelconque. Mais en fait, on est à quoi? 10, 20%. Nos chiffres nous montrent qu'on a sensibilisé 5% des 28 000 entreprises, ce qui évidemment n'est pas assez. Maintenant, pour ne pas parler RGPD mais LPD, nous sommes au bon moment pour commencer à parler de la nouvelle LPD, puisqu'elle arrivera en 2022 normalement. On a donc 2 ans, contrairement à ce qui a été fait par le RGPD. Le RGPD a été mis en place et puis vous aviez un temps d'adaptation et de mise en œuvre. Ce qui ne sera pas le cas pour la LPD, c'est-à-dire que vous avez maintenant, d'ici jusqu'à 2022, pour vous préparer. Mais quand la LPD sera mise en œuvre, elle sera applicable immédiatement dans les entreprises. Donc, nous avons 2 ans pour arriver à sensibiliser, et là, je vais élargir, 500 000 entreprises environ en Suisse. Eh bien, quels sont les moyens que nous avons pour pouvoir arriver à cela? Ça, c'est la question à laquelle il va falloir répondre, puisque on le voit avec tout ce travail et toute cette participation. Il y a eu environ, je dis grosso modo, le nombre de personnes qui ont participé à ces événements. Il doit y avoir, au niveau des orateurs et des organisateurs, 150 personnes. Donc, toute cette énergie pour finalement se trouver avec 5% de sensibilisation, et ce n'est pas assez. Les questions qui seront posées ensuite partent de ces principes-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut partir de l'idée qu'à 10% des entreprises sensibilisées, on est bon? Ben, évidemment que non. Et les pistes, quelles sont les pistes? Je parlais tout à l'heure avec un responsable des HEG et on avait cette discussion. Et puis, j'ai donné mes idées, et que je me permets de partager avec vous. D'abord, faire le bilan des actions passées, c'est poser la question sur ce qui est possible de faire par la suite, avoir une approche holistique, d'avoir toute la vue de l'ensemble. Et puis, il faut quand même se poser la question à un moment donné, quel est le frein à la mise en œuvre? Pourquoi il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui sont concernées ou qui veulent aller de l'avant? Maintenant, commençons déjà par la première question. Donc, en 2 ans, environ 1200 entreprises sensibilisées. Ce n'est pas assez, je l'ai déjà suffisamment dit, alors qu'on doit imaginer que nous avons 2 ans à partir de maintenant pour sensibiliser l'ensemble des entreprises suisses avant l'arrivée de la LPD. Les actions futures imminentes, oui,
on va pouvoir mettre en œuvre, l'affaire Genève a pas déjà prévu, du moment où on pourra le faire, soit en présentiel, soit par visioconférence, on pourra mettre à disposition à nouveau une liste de formations, de sensibilisation ou d'accompagnement à la mise en œuvre de la LPD. Je me rappelle avoir préparé à l'époque un kit d'accompagnement. Nicolas en a beaucoup parlé sur des lieux ou des endroits où on peut aller chercher ces informations. Je me suis basé aussi sur le site de la CNIL, car c'est un site qui est très fourni. Cela dit, il faut tout revoir pour 2021-2022, en imaginant que ce travail qui sera fait aujourd'hui par les entreprises qui sont intéressées payera à l'arrivée de la LPD en 2022. Quand je parle d'approche holistique, la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Je me rappelle d'un professeur qui me disait systématiquement, OK, tu as fini, alors qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? En fait, je n'ai pas de solutions miracles. J'ai les solutions qui me viennent à l'esprit, elles sont là. Faire du MOOC, faire des vidéos qui sont diffusées à large échelle, faire un accompagnement par des entreprises locales et l'apparition des labels, je reviendrai là-dessus, ou la mise en œuvre des bonnes pratiques. Parce que maintenant, je vais revenir à mon métier premier qui est la protection de l'information, indépendamment de la loi ou des règlements. Dans tous les cas, la mise en œuvre des solutions techniques qui sont demandées d'ailleurs par la LPD ou le RGPD aboutissent à une protection et à une maturité. Et c'est ça que l'on attend des entreprises. C'est que l'on ne voit pas, par contre, c'est l'obligation de la mise en œuvre des solutions techniques, alors que, par exemple, si aujourd'hui vous êtes dénoncé, il va y avoir une analyse de la situation et c'est à ce moment-là seulement qu'on vous demandera des comptes, de savoir comment vous avez protégé les informations de l'entreprise et des informations sensibles. Est-ce qu'il faut encore garder à l'esprit ce principe, cette manière de fonctionner, ou alors est-ce qu'il faut à un moment donné demander qu'il y ait une obligation de mise en œuvre? La loi le fait, bien entendu, mais elle le fait indirectement. Et c'est peut-être là où il faut arriver au frein. Le frein de la mise en œuvre, c'est la méconnaissance, c'est le manque de maturité. Et je le vois systématiquement dans les séminaires ou les formations que je peux donner. Je me retrouve avec des administrateurs, des dirigeants, des employés aussi, et à tous les niveaux, quand on parle de détails de ce qu'est la protection des données, ils sont tous surpris d'apprendre qu'il faut faire attention aux mails que l'on va ouvrir, au phishing ou que sais-je. Mais on en parle déjà suffisamment de tout cela. Mais ce n'est pas assez. On a sensibilisé une partie de la population, mais il faut aller plus loin. Il faut peut-être imaginer, avant que ce ne soit trop tard, de sensibiliser les plus jeunes, de créer des formations qui vont accompagner les 5, 6, 7, 10, 15, 20 ans et ils vont les attraper, les sensibiliser avant de leur arrivée dans le milieu professionnel. Je fais des sensibilisations pour chaque collaborateur qui arrive à l'affaire Genève. Je me rends compte évidemment que la maturité n'est pas là. Donc, il y a un manque de maturité. Après, on commence par quoi? Toutes les sensibilisations et les formations que l'on fait ne sont pas suffisantes, ça c'est clair. Maintenant, on fait comment pour aller vers tous les individus, peu importe qu'ils soient en entreprise ou en privé? La problématique des réseaux sociaux, l'exemple qui est donné aujourd'hui, et pour finir avec ma présentation, je vais revenir là-dessus. Vous avez entendu parler donc de WhatsApp et du nombre des utilisateurs qui vont le quitter ou qui l'ont déjà quitté pour d'autres messageries en parallèle. Alors, deux réponses à ça, pour moi. La première, c'est que même s'il y a 2 millions de personnes qui quittent WhatsApp sur 2 milliards d'individus qui sont connectés, ce ne sera pas grand-chose pour WhatsApp. Mais d'un autre côté, j'ai l'espoir, et je le vois, que certaines personnes qui jusque-là ne se préoccupaient pas du tout de leur sphère privée et la protection de leurs données, il a suffi de cette annonce pour qu'ils se disent non, je ne veux plus, j'arrête, je quitte et je vais ailleurs.
c'est un excellent début. Maintenant, quelle est la tranche d'âge? Et ça, je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais la tranche d'âge des personnes, en tout cas, celle avec qui j'ai pu parler, c'est plutôt 30-50. Et que se passe-t-il sur les autres, entre 10 et 20 ans ou 30 ans? Et est-ce qu'ils restent sur WhatsApp et ça ne les préoccupe pas? Et bien, finalement, c'est tout cet ensemble sur la protection des données, y compris la manière dont on va communiquer et sensibiliser les personnes, qui est en jeu. Donc, je m'arrête là et j'espère que ça vous donnera des idées. Et puis, tous ensemble, hein, moi je reste à disposition, bien entendu, mais tous ensemble, nous pourrons arriver à sensibiliser l'ensemble des personnes en Suisse et terminer, arriver en 2022 avec la mise en œuvre de la LPD. Je vous remercie. S'il y a des questions, je reste à votre disposition. Bien, Madame, Messieurs, bonjour, merci infiniment pour ces 3 présentations. On va passer à la partie questions. Je remercie Anne de nous rejoindre également de manière à ce qu'on puisse la voir. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées par écrit. Je propose de les prendre et puis ensuite, vous prendrez les interactions en fonction si l'une ou l'un d'entre vous veut réagir par rapport aux propos de l'autre durant sa présentation. Alors, la première question qui nous avait été posée, c'est est-ce que la LPD couvre entièrement la problématique du profilage ou faut-il se baser sur d'autres normes, voire en édicter de nouvelles? Qui se propose de répondre? Elle a été posée lorsque Anne Dort s'est exprimée. Alors, selon moi, évidemment, tout dépend du domaine. C'est-à-dire que vous aurez pour beaucoup de domaines, je prends l'exemple des banques, des lois métiers, des lois spécifiques. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas vous baser que là-dessus, mais vous devriez vérifier que peut-être selon le domaine bien particulier dans lequel vous êtes, si d'autres lois s'appliquent en réalité. J'espère que ça répond à la question. J'espère que la personne a pris note de votre réponse, voire elle... Je vais peut-être juste ajouter un truc, c'est que cette notion de profilage, c'est quand même celle qui a été au cœur de tous les débats pendant la votation. C'est aussi elle qui a fait que ça a pris en partie autant. C'est en partie cette question-là qui a fait que ça a pris autant de temps. À savoir quand même que dans cette loi révisée, il y a cette notion de profilage à risque élevé également. Pour être concret, c'est tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. Voilà, donc on a ces deux notions de profilage à risque élevé qui sont maintenant en clair dans la LPD révisée. Maintenant, on attend l'ordonnance pour avoir un peu plus de concret sur qu'est-ce qu'on en fait. Je pense qu'en plus de l'ordonnance, et je suis d'accord avec toi, Nicolas, je pense que l'ordonnance sera très utile, il va aussi falloir peut-être prendre connaissance du message, en fait, le message lié au nouveau texte légal. C'est quelque chose qui, vu les échanges, va être très inspirant et va pouvoir guider. Merci. Une autre question concernant vos présentations. Oui, je rappelle que les présentations sont disponibles auprès de toutes celles et ceux qui se sont inscrites aujourd'hui. On vous les fait parvenir après par voie email en fonction des inscriptions que nous avons reçues. Donc ça, pas de problème, ça joue. Message suivant, au vu de la nouvelle LPD et des sanctions afférentes, les montants avec les personnes physiques, est-ce que la fonction de DPO, alors que je regarde la suite, est donc plus exposée? Un DPO serait-il directement amendable? Il sera amendable, et tu me corriges, Jeanne, hein, si jamais je parle sous ta gouverne, mais il sera amendable au même titre que n'importe quel autre employé qui aurait commis une faute. C'est-à-dire que si c'est la faute, elle est chez lui, il sera amendable puisqu'il sera responsable. Au même titre qu'un autre employé, quand il y a une faute commise. Sinon, ce sera le responsable de traitement qui sera amendable. Oui, alors oui, je suis d'accord avec toi et je pense, par exemple, s'il conseille mal, si c'est lui qui commet en fait l'infraction en tant que telle. Mais comment dire? Je pense qu'il faut quand même préciser, parce que sinon tout le monde va arrêter d'être DPO. Hein, il faut pas se leurrer. C'est sûr. Il y en a qui vont changer de métier ce soir. Hein. Exactement. Je n'ai crains.
Voilà, ce n'est pas le DPO, il a quand même un rôle de conseiller. Il fait des recommandations. Il n'est pas au premier plan. On doit déjà l'informer correctement, ce qui n'est pas toujours fait. On doit lui remonter, comme disait Nicolas, hein, les informations pour qu'il puisse en fait exercer son rôle. Et puis, pour moi, il a vraiment ce rôle un peu de donneur d'alerte en fait. Et donc, ce n'est pas vraiment lui qu'on va viser. Pour moi, c'est si le DPO a fait son travail et qu'il a dit attention, vous faites ici un traitement de données sensibles, donc il y a telle et telle mesure qui doivent être prise. Si ce n'est pas suivi, eh bien c'est entre guillemets plus le problème du DPO. Par contre, si le DPO leur dit vous inquiétez pas, vous pouvez donner sur la place publique les données sensibles, je sais pas, les données médicales de nos patients, pas de problème. Envoyer un email général à toutes les assurances, là, il y aura un problème. Mais sinon, je pense que vous pouvez conserver votre métier. Les gens qui sont ici comme DPO, vous n'êtes pas avec l'épée de Damoclès des 250 000 francs sur vos têtes exclusivement. Ah non, clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Un point qui est important en tant que DPO, hein, mais ce n'est pas lié à la LPD, c'est lié à tous ces règlements, c'est vraiment de garder les évidences des conseils, des éléments de conseil qu'on va donner au conseil d'administration, aux différents responsables de traitement dans l'entreprise. Parce que c'est vraiment ça qui protégera le DPO le jour où il y aura un souci, de dire moi j'avais informé en temps et en heure. Et c'est aussi pour ça que le DPO, que ce soit en Europe ou en Suisse, le DPO, c'est écrit textuellement, il forme et conseille le responsable du traitement privé dans le domaine de la protection des données, déjà. Il concourt à l'application des prescriptions relatives à la protection des données, donc c'est lui qui s'assure que finalement les choses sont mises en place. Il est indépendant, et ça c'est indispensable, et c'est souvent ce qui pose problème, l'indépendance. Et il a des connaissances professionnelles nécessaires, ce qui veut dire qu'en plus de son indépendance, son employeur, qui va nommer la personne DPO, devra lui donner finalement ce qu'il faut pour qu'il puisse avoir les connaissances nécessaires. Donc, vous voyez, c'est pas juste quelqu'un qui prend la petite casquette des PO en plus de faire la finance et puis l'administratif, par exemple. Et je pense que peut-être je rebondis là-dessus. Si vous lisez la LPD actuelle, elle dit bien précisément qu'il y a une indépendance à avoir. Donc vous ne pouvez pas simplement avoir un des membres du conseil d'administration qui assume cette casquette, parce qu'en réalité, il n'aura pas d'indépendance. Il faut que la personne puisse rapporter directement au conseil d'administration. Donc, il y a un choix qui doit être fait minutieusement par rapport à ce rôle-là. Il faut que la personne puisse avoir un regard en fait extérieur, parce qu'elle ne peut pas conseiller, prendre les décisions, etc. Je vois que quelqu'un a commenté le fait que le DPO n'est pas le responsable de traitement. Non, effectivement, il s'agit de deux rôles différents. Et moi, ce que je dis à mes clients souvent, c'est peut-être que vous n'avez pas l'obligation d'avoir un DPO, peut-être de façon stricte par rapport à la loi, mais par contre, ça va vous aider parce qu'en fait, la personne qui est dans le day-to-day business, en fait, elle n'aura pas le temps de s'occuper en plus de toutes ces problématiques-là. Ça prend beaucoup de temps, surtout au début. Donc, il faut voilà, prendre peut-être cette mesure-là pour pouvoir vraiment traiter cette problématique de mise en conformité comme vous l'a exposé Nicolas. Je pense que c'est important d'être accompagné suffisamment. Et dans le cadre d'une double casquette, pour finir là-dessus, si on n'a pas l'indépendance, c'est que si on est responsable de certains traitements de l'entreprise, on ne peut pas être DPO aussi. Hein. Donc c'est vraiment cette indépendance vis-à-vis des traitements des données de l'entreprise. Vous avez une autre question. Est-il possible de nommer un responsable de traitement global, par exemple la direction générale, pour l'ensemble des traitements de l'entreprise? La question semble contraire à l'intervention de Nicolas juste à l'instant. Ou pas? Alors, le responsable de traitement n'est pas le DPO. C'est vraiment deux rôles. Là, on parlait du DPO. Le responsable de traitement, en fait, en quelque sorte, il n'est pas vraiment, pour moi, il n'est pas vraiment nommé en tant que tel. On ne donne pas la casquette à quelqu'un qui après doit l'assumer. C'est en fait les faits qui vont déterminer qui est le responsable de traitement, pour moi. Ouais.
si je prends la définition du RGPD, le responsable de traitement, c'est celui qui définit le purpose et le mean, donc le but, et, et qu'est-ce qui va devenir des données personnelles. Donc, ça peut être un responsable RH qui décide de faire comme ça pour le recrutement, et il devient par extension responsable du traitement, du recrutement. Donc voilà, le responsable de traitement, c'est celui qui définit le traitement. Alors on peut le voir à un niveau, le responsable de traitement, c'est Google, Irlande, c'est Carrefour. À un niveau personne morale au niveau du RGPD, au niveau suisse, ce sera au niveau de personne physique. Il y a une intervention qui indique « Ma femme a une entreprise individuelle dans la kinésiologie. Elle gère les données personnelles de ses clients ainsi que les données des consultations. Sera-t-elle soumise à la LPD révisée? Une idée des conséquences financières? Est-ce qu'elles peuvent être chiffrées ?» Alors, je présume que cette activité est en Suisse. Première question. Ce serait quand même bien de savoir, parce qu'en réalité, si la personne n'est pas en Suisse, mais partons de l'hypothèse que la personne est en Suisse, oui, elle va traiter des données. Alors, potentiellement, elle aura les données de ses employés. Oui, alors ok, elle est en Suisse. Potentiellement, cette personne a en fait des employés, elle a des données par rapport à ses prestataires qui sont actuellement encore dans le champ d'application de la LPD. Donc je pense aux prestataires personnes morales, les entreprises qui fournissent du matériel, etc. Et puis surtout, il y aura les données des patients qui seront des données sensibles. Donc oui, il faut prendre des mesures. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut faire un projet titanesque. Il va falloir se mettre au niveau des exigences légales, mais évidemment, on ne va pas avoir les mêmes mesures qu'aurait, je ne sais pas, Nestlé ou les HUG en fait. Donc, mais il va quand même falloir prendre certaines mesures pour que le jour où il y a potentiellement un contrôle, cette femme puisse dire, ben voilà, moi j'avais mis en place certaines règles, mais je prends un exemple tout bête. Vous avez un jour, j'imagine qu'il y a une réceptionniste. Si un jour quelqu'un vient et dit, voilà, je veux avoir le dossier de ma femme, ben, il faut que la réceptionniste sache si elle peut ou non le donner. Il faut quand même qu'elle soit consciente que non, elle ne va probablement pas donner simplement comme ça copie du dossier parce que c'est l'époux. Ouais, ce qu'il faut mettre en place, c'est proportionnel au risque finalement sur les données personnelles qui sont traitées. Donc, dans le cadre d'un cabinet de kinésiologie, on met ce qui est proportionnel aux données qui sont traitées. Donc, on protège bien finalement les données des clients, des patients. On fait en sorte qu'elles ne sortent pas. On fait en sorte de respecter le droit à la loi sur différents éléments qui sont notamment la politique de confidentialité, enfin le fait de la transparence vis-à-vis de l'utilisation des données, entre autres. Mais voilà, c'est pas un projet titanesque pour un cabinet de ce type-là. Merci. Il y a une question que je reprends également qui concerne les conseils d'administration. Avez-vous le sentiment que dans les conseils d'administration, cette notion de protection des données, de loi sur la protection des données ou le RGPD sont très sensiblement ou je dirais très fortement implémentées dans les réflexions des conseils d'administration? Alors, je vais répondre en tant que bonne avocate. Ça dépend. Ça dépend. J'ai tout vu. Oui, c'est cela. J'ai tout vu. Certaines sociétés sont très sensibles à ça. Mon constat, mais personnel, c'est que souvent, une personne en particulier porte un peu le projet au sein du conseil d'administration et est plus sensible, peut-être par son rôle. Évidemment, il y a des intérêts qui se choquent un peu, qui s'entrechoquent. Donc, celui qui sera au marketing ne sera pas forcément le plus enclin à favoriser la protection des données, par exemple. Il y a des intérêts qui sont divergents. Donc, franchement, ça dépend des conseils d'administration, des personnes qui sont membres et du projet de base et des activités. J'ai vu Nicolas qui faisait non de la tête. Ah, il y a une histoire de taille d'entreprise. Si on prend des grosses entreprises, on a des belles entreprises en Suisse, bien sûr, qui sont sensibles. Maintenant, si on parle de PME, je suis désolé, aujourd'hui, PME, il y a 95%, ils n'en avaient rien à fiche de la LPD actuelle et, et ils se sentiront ou ils se sentent encore pas plus concernés par la LPD révisée. Donc il y a aussi une notion de taille d'entreprise et puis de catégorie de données qu'on va traiter.
Je pense que les moyens excuse-moi, je t'interromps. Je pense que les moyens que ça implique, parce que c'est vrai, hein, c'est du travail en amont qui ne rapporte pas par définition. Quand on se met en conformité, ça peut rapporter des mandats ou ça peut rapporter des dossiers parce qu'en réalité, certains partenaires exigent maintenant un certain niveau. Donc, j'ai certains clients qui ont fait les démarches, qui se sont mis en conformité, et puis là, ça leur a rapporté parce qu'en fait, ils ont pu avoir le contrat qui leur a été confié. Oui, je suis d'accord avec Nicolas pour les PME, c'est vrai. Cela étant, moi, je vois les clients qui viennent et qui veulent être assistés, donc il y a déjà une démarche proactive. C'est vrai que toutes les entreprises qui ne le font pas, je ne les vois pas, en fait, souvent. Mais il y a une peur des coûts que ça peut engendrer, etc. Et je pense qu'en réalité, on peut faire quelque chose de plus adapté à sa taille, à ses moyens. On peut toujours faire quelque chose. C'est des étapes, et puis après, on va à certains niveaux ou pas, en réalité. Une autre question, si une entreprise est déjà conforme à la LDP, quelles sont les prochaines étapes à prendre pour devenir conforme avec la nouvelle LPD? C'est le tableau de Anne qu'a présenté Anne, le tableau de la SDPO qui montre bien la différence entre les deux. Ok, alors c'est parfait. Par contre, je crois que Raoul avait un point sur l'histoire des PME, lui qui baigne dedans. Tu voulais intervenir, Raoul, ou bien? Oui, je faisais signe avec les doigts, merci. Ah, je vous voyais pas, pardon. Et en fait, on le voit, c'est pour compléter, on le voit avec les personnes qui arrivent à l'affaire Genève, on est dans un contexte dans lequel ils viennent chercher des réponses. Donc, on est dans un contexte de formation, sensibilisation, et on constate évidemment que toutes ces PME n'ont pas une approche du tout globale. Et là, si on ne peut pas parler de gouvernance, elle n'existe pas dans ces entreprises. Et la question, c'est de dire comment est-ce qu'on peut apporter de la gouvernance dans ces PME, alors que la première réponse qu'ils donnent, c'est ça ne nous concerne pas, nous on n'a rien à cacher, ou alors c'est trop cher pour la mise en œuvre. Donc, il y a peut-être des accompagnements ou des sensibilisations qui peuvent être mises en œuvre. On avait pensé même avec le CLUSIS, de créer une réponse qui permettrait, Nicolas avait participé à ça d'ailleurs, et une réponse qui pouvait apporter aux entreprises déjà une première vue, une situation avec un coût de base qui serait entre 1000 et 2000 francs, mais pour avoir déjà une vision dans quelle situation elle se trouve. Ça reste encore abordable. Mais si ensuite il faut rajouter des journées, des prestataires externes à 1500 francs par jour, ça devient vite cher et c'est ce qu'il faut éviter. Donc, il va falloir trouver quand même des solutions d'accompagnement et les réponses qui seront données à une des entreprises, il faudra pouvoir les utiliser pour d'autres. Et puis, c'est peut-être cette manière de fonctionner qui permettra d'augmenter le niveau de maturité des entreprises. Merci. Ce qu'on a vu, si je peux juste là-dessus, ce qu'on a vu, finalement, on a des pays qui ont maintenant beaucoup de recul avec leur RGPD, comme la France à côté de nous. Et ce qu'on a vu, c'est que déjà la maturité globale est bien plus haute qu'en Suisse, même pour des petites PME. Et pourquoi ça s'est fait comme ça? Parce que, il y a beaucoup plus d'entreprises qu'on nommait des DPO. On parle de plus de 60 000 DPO qui ont été nommés en France. Là où en Suisse, la SDPO, on est 80 membres pour la Suisse romande. Ce que je veux dire, c'est un delta qui est juste incroyable. Et deuxièmement, il y a les associations faîtières, les associations par catégorie de métier, qui ont fait le travail aussi pour délivrer à leurs membres, finalement, les éléments nécessaires pour la mise en conformité. C'est là aussi, en Suisse, il faudra peut-être qu'il y ait un travail des associations faîtières pour finalement délivrer des éléments aux entreprises. C'est vrai que les associations faîtières, on les a peu entendues sur le sujet jusqu'à aujourd'hui. Elles sont très impliquées sur d'autres enjeux, mais un peu moins sur la mise en application de la LPD. Moi, j'aurais voulu revenir, Monsieur Diez, sur l'information que vous communiquiez avant entre la mise en application de la RGPD et de la LPD. Je crois que les gens doivent vraiment se rendre compte que au moment où la LPD entrera en vigueur, les sociétés, les entreprises, elles devront être prêtes. Elles n'auront pas un délai de mise en application. Et ça, je pense que c'est un élément très important à relever.
On a 2 ans, hein, pour la mise en œuvre. Grosso modo, on a 2 ans pour la mise en œuvre de la LPD, nouvelle LPD. Et il y a une question qui avait été demandée, qui avait été posée juste avant, et donc demander s'il y avait un lien permettant d'avoir un accès aux documents officiels. Le lien a été rajouté, hein, par un des participants, mais effectivement, voilà, commençons déjà par s'imprégner du contenu, et puis on va faire en sorte d'apporter la sensibilisation dès la formation, de l'accompagnement, et il faut s'appuyer sur le tissu économique local. Toutes ces PME qui sont spécialisées dans les domaines de la protection des données et qui pourraient, à des coûts très modiques, hein, les accompagner dans la certification, même si le mot certification n'existe pas, mais dans la validation du principe de protection. Je pense qu'effectivement, en réalité, alors, on peut faire un travail, je dirais, standardisé en quelque sorte. Ça me fait un peu mal de le dire, mais on pourrait essayer de trouver déjà certaines mesures, dire voilà, vous avez un canevas, je ne sais pas, de procédures à adopter en cas de violation de la sécurité des données, ou une sorte de canevas de comment répondre à une personne qui vous demande l'accès à ces données. Qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel délai, etc., pour guider, avoir des procédures internes vraiment concrètes que les gens peuvent adopter à l'interne. On peut avoir des modèles de lettres pour répondre aux gens. Alors après, évidemment, il va falloir un tout petit peu ajuster, mais c'est des bases pour répondre correctement en fait aux demandes. Et juste, Raoul, sans vouloir faire le pessimiste de service dans cette table ronde, mais c'est moins de 2 ans, parce que si le règlement, si la loi s'applique En janvier. au 1er janvier 2022, c'est que quelques mois qu'on a devant nous pour On en a 11. Ouais, bien sûr. On en a 11, ouais. On n'en a que 11, ouais, absolument. Alors, j'essaie de suivre, voir s'il y a encore d'autres questions auxquelles nous aurions oublié de répondre. Voilà, il y a quelqu'un qui certifie que le rôle de responsable de traitement est différent du rôle de DPO. C'est ce que Anne a répondu tout à l'heure. Par contre, il y a encore une question qui dit ça veut dire qu'on doit avoir plusieurs RT dans une entreprise, RH, finance, marketing, etc. C'est une question. Pour moi, de facto, vous aurez plusieurs RT différents. Parce que la personne qui gère les RH ne gère pas le marketing. Donc pour moi, oui, vous aurez plusieurs responsables de traitement. Du moment où quelqu'un dans l'entreprise définit un traitement de données personnelles, il est responsable de traitement. Voilà. À moins qu'on ait une petite PME avec une personne qui gère tout. Alors évidemment, vous prenez, je ne sais pas, la boulangerie Peli, je pense ça par exemple, eh bien, il y a peut-être une personne à sa tête, j'en sais rien, hein, qui décide, ben voilà, moi je vais engager telle personne, mais je vais aussi faire ce marketing, mais dans ce cas-là, elle décidera de tout en fait. Dans les petites PME, c'est possible qu'il n'y ait qu'une personne, ça va. Voilà, je crois avoir fait le tour des questions écrites. Est-ce que vous, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous désire encore rajouter un élément? Est-ce qu'il y a quelque chose au vu des questions posées? Bon, il y a une comparaison qui est faite avec la France en disant que pas mal d'entreprises et administrations se sont réveillées en mai 2018, pardon, lorsque le règlement était applicable. Je ne pense pas que la Suisse pourra se permettre ce genre de fantaisie. Je dis ça, je dis rien. Et voilà, est-ce que il me semble avoir fait le tour. Y a-t-il encore un élément que vous auriez aimé rajouter? Non, mais peut-être. Il y a une question qui vient d'arriver. Pardon? Premièrement, Ah, il y a une question. Est-ce que le responsable de traitement doit valider le privacy by design et by default en prenant l'IA et autres? Responsable de traitement est responsable de mettre en place le privacy by design et by default. Donc c'est à lui de définir les bonnes pratiques en termes d'IA ou d'autres pour respecter ça. Ok.
Voilà, nous arriverions au bout des questions. Est-ce que vous le désirez? Je laisse à chacun d'entre vous le mot de la fin, la conclusion. Anne? Alors écoutez, je pense qu'on a déjà bien fait passer le message que je souhaitais passer ce soir. Organisez-vous en amont, prenez le temps de le faire étape par étape. C'est important. Ce sera aussi dans votre intérêt vis-à-vis des clients, des prestataires, etc. De plus en plus, les prestataires vont vous demander des confirmations de conformité, vont mettre des clauses dans les contrats qui exigeront que vous confirmiez être à niveau, etc. Donc, n'attendez pas parce qu'en réalité, c'est vraiment plus qu'une question de moi, pour moi. Et puis, un grand merci pour clore mon intervention. Un grand merci encore au Clusis pour l'accueil et puis l'opportunité de venir devant vous par Zoom, mais devant vous quand même. Merci beaucoup. Merci à vous encore. Nicolas? Bon, pour conclure, je dirais un mot positif. Il faut pas avoir peur. Hein. Ça a été un peu le gros truc au début du RGPD. Tout le monde a pris, c'était un peu le buzz. Voilà, faut mettre des projets énormes en place. Moi, je reste pragmatique. Hein. Un projet de conformité, c'est pas nécessairement une machine de guerre ou une usine à gaz. Donc, restez pragmatique. Adressez vos risques à vous en termes de protection des données. Et donc, voilà. Vous avez 11 mois, 10 mois pour, pour aborder la thématique. Et merci encore au Clusis pour l'invitation, bien sûr. Merci en tout cas, merci à tous les deux. Raoul Diez, le mot de la fin aussi. Une prise de conscience, hein, prise de conscience globale. Et je me dis que ça commence déjà par ça. Et quand je vois l'écart, le delta qui reste, du travail qui reste à effectuer, je me dis qu'on a pour des dizaines d'années avant que tout le monde soit sensibilisé à la protection des données, et on n'a pas ce temps-là. Donc, une prise de conscience est nécessaire, et puis à partir de là, il faut mettre en place, se faire accompagner, poser des questions. Nous serons là, l'affaire Genève, je parle de l'affaire Genève, pour créer des événements avec la participation des spécialistes que nous connaissons. Vous trouverez d'ailleurs dans les liens qui seront envoyés de la présentation que j'ai passée tout à l'heure, il y a environ 30 ou 40 spécialistes déjà de la protection des données qui apparaissent dans les séminaires et les événements que nous avons préparés, mais il y en a bien d'autres. Le Clusis pourra aussi mettre à disposition une liste, hein, bien entendu. Voilà, bon courage et à bientôt. Merci pour cette participation. Merci, Madame, Messieurs. Nous arrivons au terme de notre événement sur la LPD. Sachez que nous reviendrons, bien entendu, encore cette année sur ce sujet-là. Il méritera d'être repris. En tous les cas, si vous suivez notre site, vous verrez les événements prochains qui vont se présenter. Nous sommes en train de les finaliser. On vous remercie encore pour votre présence, pour votre participation active aux différentes questions, aux remarques. On sera ravis de vous retrouver prochainement. Je remercie encore notre conférencière, nos deux conférenciers, vous toutes, mesdames, messieurs, qui nous avez suivis durant plus d'1h40 et au plaisir de vous revoir. À très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.